savez, des fois, moi, je ne sais pas qui je suis. Ça a l'air irréaliste pour quelqu'un qui apprend aux filles et aux garçons et aux jeunes et aux femmes en général à découvrir qui ils sont. Mais en même temps, je crois que mon identité, je dirais, je suis un instrument de transformation. Quand je vois souvent les gens me parler de ce qu'ils vivent, de leurs soucis, de leurs difficultés, que ce soit les femmes, les hommes, des fois, je n'ai pas besoin de réfléchir pour avoir la réponse. C'est comme si, en instant T, il y a la solution qui apparaissait devant moi. Et tout ce que j'ai à dire, c'est de transmettre à la personne. C'est pour ça que je me considère comme un instrument de transformation que l'univers a mis sur le chemin des gens que je rencontre. C'est une enfance douloureuse, très douloureuse, mais en silence. Parce que c'est difficile à exprimer. Étant enfant, tu te poses des questions, tu ne comprends pas. Parce que tu ne vois pas la portée du traitement que tu as. Non, tu es traité différemment seulement des autres enfants. Ce que ça crée souvent chez l'enfant, c'est ce besoin intense de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir être apprécié. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que d'avoir le sentiment que ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui sont censés te défendre plus que tout le monde, n'ont pas voulu de toi. Il n'y a rien de pire. Parce que je dis souvent, l'estime de soi, la confiance en soi, vient en premier lieu de nos parents biologiques. J'ai des scènes encore où je suis entourée de camarades qui s'amusent, qui me font le tour et disent bâtard, 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 bâtard. C'est des trucs qui te restent dans la tête en tant qu'enfant. Mais moi, ma chance, c'est que j'ai eu mon grand-père, pour ceux qui ont écouté mon TEDx, qui disait « Je suis une pièce unique de la fabrication de Dieu. Dieu les crée une seule fois et puis il n'en crée pas d'autres comme ça. » Et il ne peut pas imaginer ce que cette phrase a changé dans ma vie. Un jour, je me plaignais du fait que je sois née hors mariage et que les gens me fatiguaient avec. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Oui, ils peuvent s'enorgueillir d'être nés dans un mariage. Ils peuvent s'enorgueillir d'être des enfants légaux et t'insulter illégal. Mais toi, tu es le fruit d'un amour pur et inconditionnel. » J'ai traversé ça difficilement. Tu viens avec la tête. Au départ, comme je dis, je crois, j'avais très peur. J'avais très, très peur. Et puis je dis, oh mon Dieu, je suis en train de retracer l'histoire. Mais en même temps, j'avais 33 ans. Et aujourd'hui, si je n'avais pas cet enfant, peut-être c'était l'unique chance. Imaginez que si j'avais écouté la société, et que, surtout que j'étais à l'étranger, j'étais dans un pays où c'est permis d'avorter, et je venais de commencer l'université, la chance de ma vie, une bourse et tout, c'est des arguments que j'ai entendus. Et puis je me suis dit, j'avais l'histoire de tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est ça qui m'a donné le courage, je l'ai gardé, et maintenant ce qui me restait à faire, c'est de ne pas la faire subir tout ce que moi j'ai subi. Et pour moi, c'est quoi? C'était de la valoriser. Définitivement, toute la société trouve que la femme doit être mise dans une boîte. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Et de plus en plus, quand je grandissais, même mes camarades femmes trouvaient que c'était moi qui étais anormale. Et ce fait de trouver que j'étais anormale
C'est quelque part ça qui m'a poussé à faire la sociologie, pour comprendre la psychologie sociale. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous sommes entièrement le résultat de notre socialisation. Nous avons été programmés de telle sorte que nous auto-répondons aux besoins de la société sans qu'elle ne nous demande. Mon parcours professionnel est très atypique. Déjà, mes études sont très atypiques. J'ai fait la série A4 et ensuite je me suis spécialisée en finance, ce qui est très rare. J'ai une spécialisation en banque finance, en administration des affaires, et ma spécialisation c'est banque finance. Et mon mémoire s'est porté sur les taux de change sur le marché, donc un peu sur la force de la monnaie et des trésoreries des États au niveau international. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas ça ma voie. Après un mois à la banque, à faire analyste crédit, un mois tout de suite, un mois a suffi de me dire non, ça, ce n'est pas ma voie. Mais avant, je faisais la sociologie. J'ai commencé la sociologie au Burkina, je me suis retrouvée au Sénégal, j'ai continué la sociologie, sauf qu'au Sénégal, la sociologie est modulaire. Chaque matière compte. Et je me suis retrouvée j'étais l'accompagnateur de mes camarades en statistique, mais c'est dans cette matière que j'ai redoublé. Et c'était une leçon pour moi, que ce n'est pas ta compétence technique, c'est dans quel état tu te trouves au moment où tu fais le devoir, au moment où tu fais l'exercice. Et quand je devais reprendre les statistiques, pendant un an, je disais, mais le reste de mon temps, je fais quoi avec ça? Je suis allée m'inscrire en administration des affaires. Donc, je faisais les deux en même temps au Sénégal. Parce que quand j'ai fini de valider, je faisais la licence et ma 4e année en administration des affaires. Donc, c'était un moment qui me fait rire, mais qui m'a beaucoup façonné. J'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler dans plusieurs choses à la fois, parce que j'ai toujours été passionnée du leadership. J'étais dans une formation en leadership. J'étais assistante d'une dame bénévole et je militais aussi dans plusieurs associations. Donc j'ai travaillé au British Council, après l'UNESCO, après le CODESRIA. Une bonne dizaine. Quand vous arrivez chez moi, il y a une table où il y a beaucoup de trophées et de reconnaissance d'organisations d'ici et d'ailleurs. Altruiste et je dirais rêveuse. Et l'autre chose, c'est que authentique. Je suis moi. Sur le plan professionnel, elle est très perfectionniste et rigoureuse. Donc, c'est un peu difficile d'aller à son rythme parce qu'elle met la barre très haut. Elle ne va pas te lâcher. Quand elle veut que tu atteignes un objectif, il vaut mieux pour toi d'être discipliné et de pouvoir atteindre cet objectif parce qu'elle ne va jamais te lâcher. Le plus gros défaut, c'est qu'elle est trop exigeante. Elle est trop exigeante sur tous les domaines. Donc, c'est un peu difficile. Sur le plan professionnel, le caractère qui revient le plus, c'est la rigueur. Elle aime le travail très bien fait. Et puis, la discipline aussi. La discipline, l'organisation, elle est très organisée, elle n'aime pas les à peu près. Voilà. Quelques défauts, je pense que ça vient dans le niveau professionnel, comme j'ai dit, le perfectionnisme. Comme elle veut elle aime le travail très bien fait, donc ça fait que la barre est vraiment très haute. La barre est très haute, donc pour atteindre la barre là. Je dirais que je n'ai pas
j'ai pas de conseils. On ne connaîtra jamais les problèmes, les motivations, les sources et ainsi de suite. Par contre, ce que je leur dis, quelle que soit la longueur du tunnel, on finit par en sortir. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Personnellement, j'ai vécu des moments où j'étais assise, où je pensais que tout était fini. Et ces deux phrases que mon grand-père me disait, il disait, tomber est naturel, mais la décision de te lever t'appartient. Mais n'oublie pas que si tu restes couché, c'est le passage des gens. Donc, on va te marcher dessus. Et est-ce que si on te marche dessus, tu vas sortir vivant? Non. Donc, quelle que soit la difficulté, il faut toujours apprendre à te relever. C'est ça qui est naturel.